Allez, les gars. Voilà un peu de température corporelle, Ricky. Les responsables signalés du numérique. L'ancien shérif, accusé d'avoir assassiné un juge sous l'œil d'une caméra dans son bureau, subit de lourds revers juridiques avant son procès. Je vais passer en revue les ordonnances du juge et ce que dit la femme de Mickey Steins. Vous ne voudrez pas manquer ça. Je suis Anjanette Levy et voici Crime Fix. Sean Mickey Steins est en prison depuis septembre 2024, depuis le jour où les autorités affirment que le shérif du comté de Letcher a sorti son arme de service et a abattu son ancien ami, le juge Kevin Mullins. Et malgré une demande de libération sous caution, Mickey Steins ne va nulle part. Je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. Et je vais détailler un certain nombre d'ordonnances concernant l'affaire de Mickey Steins que la juge Coran vient tout juste de rendre. La fusillade a choqué le pays et tous ceux qui ont vu la vidéo. Oui, cette fusillade a été enregistrée par une caméra de surveillance dans le bureau de le juge Mullins. Et à ce jour, nous continuons de nous demander pourquoi. De quoi le juge Mullins et Mickey Steins discutaient-ils dans les instants précédant le moment où il s'est levé et a tiré avec son arme? Nous savons, grâce aux images de caméras piétons, que Mickey Steins a remis son arme. Il n'a pas résisté et il semblait extrêmement paranoïaque. Oh, les gars. Il y a 2 caméras corporelles en marche. Il est plutôt solide. C'est enregistré et c'est un nouvel enregistrement. On va regarder ça. Pour vous montrer que ça tourne. Regardez. Allez, les gars. Non, regarde, Nicky. On se connaît depuis longtemps. Regarde, ça enregistre. Celui-là enregistre. Clayton a un enregistreur de secours qui tourne. D'accord, allez, les gars. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, On peut pas parler dans le couloir. Le rapport m'a aidé à le savoir. On peut pas attendre. Je veux dire, il y a des gens dans cette pièce. Il y a des gens dans cette pièce. On ne peut pas faire ça. Alors, quel est le problème? Je vais en prendre un autre, j'en mettrai un sur moi, tu te prendras pas avec moi. D'accord? Y a-t-il quelqu'un en qui tu as confiance, autre que nous, que tu préférerais avoir avec nous? Mickey, je crois qu'on se connaît depuis toujours. Je n'en sais rien du tout. Je n'ai aucune raison pour laquelle je... Allez, les gars. Peut-être que tu passes seulement au cadre américain. Tu dois enlever à un moment donné, ce qui fait qu'on a 3 quarts. Où es-tu? Would you have a trial? Would you talk to us? Dans la prison là-bas? Tu te sens en sécurité là-bas parce qu'il y a des caméras partout? Vous allez me déplacer après l'entretien? Je discute de ce point. Je veux dire, je n'essaie pas de dicter comment ça se passe, les gars. Je sais. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Mickey Steins a aussi demandé des nouvelles de sa fille, Lila. Écoute, Mickey, si tu ne veux pas parler cette fois, je ne vais pas te forcer. D'accord? On ne va pas te forcer. Si tu ne veux pas parler, c'est ton droit. Tu n'es pas obligé. Ouais. Rachel, tu es Oswald. Et tu sais, pourtant, t'es le shérif. Je veux dire, t'en sais autant que nous. Mais C'est à toi de décider. Si je peux voir ma fille en personne ici. Avant que tu partes. Dis ce que tu veux. À la prison. À la salle de sport. À la prison, sur écran, au téléphone, je veux voir ma fille en personne. Et puis après ça, je te dirai tout dans cette prison. Eh bien, Devant les caméras. travail vidéo ou enregistrement. Où est ta fille? Comment fait-on? Où est ton chien? Comment la retrouve-t-on? Où est-elle? Où ça? Elle est à LCC en ce moment. Elle est où, tu dis? Je t'entends pas. Alors maintenant, Mickey, je veux parler un peu de ta fille. Parlons-en en pensant à ta fille, d'accord? Si elle découvre que son père est arrêté pour avoir tiré sur le juge et qu'elle est au lycée. Je ne savais pas quel âge elle avait, donc je ne la connaissais pas. Donc elle est au lycée. Elle est en terminale, ça va être difficile. Elle voudra me voir. Elle voudra me voir. Allez les gars, calmez-vous. Je n'ai pas entendu, j'ai peur de ça. Je voulais juste que tu y réfléchisses. Eh bien, attends, elle a 18 ans? Je te le demande. Allez, elle a 18 ans. Je veux voir ma fille, tu dois la garder. Parce que J'ai un enfant. Des petits-enfants. J'ai 5 petits-enfants. 5 petits-enfants. Écoute-moi. Je veux juste voir ma fille. Si elle n'a pas 18 ans, on va lui demander pourquoi. On doit lui demander pourquoi, si c'est acceptable. Tu sais, elle a 18 ans. Christine et Lachance ont toutes les deux dit qu'elles étaient en route ici quand elles étaient ici. Il y avait toutes sortes de gens ici qui couraient partout. C'était chaotique.
Donc, d'accord. Comment vais-je te raconter ce qui s'est passé? Au juge? Oui. Tu sais, Christine et la Shannon ont dit « Ma femme et ma fille sont en route ». Tu viens de me dire comment vas-tu nous raconter ce qui s'est passé. Tout le monde court partout. C'était chaotique. Oui, ça l'était. Je veux juste voir ma fille. Elle a 18 ans. Quel âge a-t-elle? Si ta femme est là-bas avec elle, si elle me le demandait, je dirais, eh bien, tu peux demander si c'est d'accord. Mais si elle a 18 ans, on lui demande directement. C'est ce que je veux dire. Si elle n'a pas 18 ans, on doit demander à ta femme. Tu penses qu'elles sont dehors? Shauna et Christine ont dit qu'elles étaient en route. Et on leur a aussi parlé. Tu veux aller lui demander à ce propos? Appuie sur ce bouton. Juste là. C'est enregistré. C'est... Les gars, allez, laissez notre thé. Mickey, nous ne sommes pas injustes envers toi. Tu veux une autre boisson? Ouais, je veux prier pour vous, les gars. Vous allez me tuer. Mais, non. Est-ce que la femme et l'enfant de Mickey sont ici? Je ne suis pas prêt pour ça. Depuis le début de l'affaire, il était clair que quelque chose n'allait pas. Mickey Steins et le juge Mullins étaient amis. Ils ont déjeuné ensemble ce jour-là. Et puis, quelque chose a semblé se briser en quelques instants. Lors d'une audience en juin, la tante de Mickey Steins, Sherry, a témoigné de ses inquiétudes concernant Mickey, qu'elle appelait Bubby. D'accord, donc vous avez dit que vous étiez resté éveillé toute la nuit avec lui. Oui. Et à un moment donné, est-ce qu'il est allé quelque part? Non, mais il a essayé de m'emmener voir la fille. J'ai raison. Ma mère a adopté un enfant. Et à l'époque, elle était chez le médecin, elle avait mal à la tête, elle s'est évanouie, elle ne s'est même pas rendue compte qu'elle était au lit. Eh bien, Mickey a essayé à un moment donné de me faire monter chez lui, juste pour vérifier autour de sa maison et s'assurer que tout allait bien. Et il voulait que je la laisse dans le lit. N'importe qui connaît Mickey sait que Mickey n'aurait jamais suggéré de laisser une lycéenne en classe de première seule dans son lit alors qu'il fait nuit dehors pour aller vérifier autour de la maison de quelqu'un. Il voulait que tu viennes avec lui pour aller voir si tout allait bien chez lui. Y avait-il eu quelque chose qui lui avait donné envie d'y aller? Sur cette chaîne, nous parlons de crimes, d'enquête et de justice. Pourtant, une menace reste rarement à la une des journaux. Les informations personnelles qui sont collectées et vendues à votre sujet en ligne. Si je vous disais que votre adresse, votre email, votre numéro de téléphone et même des informations sur votre famille sont achetées et vendues en ligne sans que vous le sachiez. Chaque jour, des courtiers en données et des sites web publics collectent, publient et vendent des informations personnelles. Cela peut entraîner du spam, des arnaques, le vol d'identité et peuvent compromettre votre vie privée. C'est pourquoi j'aime Incogni. Saisissez votre email et Incogni détecte automatiquement où vos données sont exposées, puis envoie des demandes de suppression pour vous. Le tableau de bord de l'application vous fournit des rapports détaillés indiquant exactement où vos données ont été supprimées et, avec l'abonnement illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos informations personnelles. Et les experts d'Incogni en protection de la vie privée s'occuperont du reste. La mise en route ne prend que quelques minutes. Et après une autorisation ponctuelle, Incogni fait le plus gros du travail pour vous. Reprenez dès aujourd'hui le contrôle de votre vie privée. Utilisez mon code spécial pour bénéficier 60% de réduction sur tout abonnement annuel Incogni, avec en plus une garantie de remboursement de 30 jours. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien ci-dessous pour commencer à supprimer vos informations personnelles d'Internet. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne vous trouvent pas. Il y avait un homme qui marchait dans la ruelle derrière sa maison et on pouvait voir ses jambes. Il marchait simplement dans la ruelle, mais c'était suffisant pour lui faire peur. Qu'est-ce qu'il pensait qu'il allait se passer, s'il le savait? Si je peux juste donner mon avis, je pense qu'il pensait qu'ils allaient tourner autour de chez lui. Et faire quoi? Je ne sais pas. Il a dit qu'il était inquiet pour Caroline et Lila. Et qu'en était-il de Caroline et Lila? A-t-il mentionné quelque chose de précis à leur sujet, ce dont il avait peur? Il avait juste peur que quelqu'un lui fasse du mal. Bonjour, et maintenant, un jour après que la juge Coran a rendu des ordonnances concernant plusieurs requêtes en attente dans l'affaire, l'épouse de Mickey Steins, Caroline, défend son mari sur TikTok. Dans une vidéo, Caroline a publié une série de questions hypothétiques. L'une d'elles dit «
Et si d'autres menaces avaient été proférées, l'empêchant de dormir pendant 1 semaine? Il a été menacé au point d'entrer dans un état de psychose. Et s'il avait signalé l'inconduite sexuelle il y a des années? Une autre question dit: et s'il n'y avait rien qu'il puisse faire? Et une autre demande: et si des menaces avaient été proférées et utilisées contre lui pendant des années? Toutes ces questions font clairement référence aux déclarations de femmes qui affirment avoir été contraintes d'avoir des relations sexuelles en échange d'un traitement favorable devant des tribunaux. L'une de ces femmes était Sabrina Atkins, qui avait été arrêtée pour des chefs d'accusation liés à la drogue. Elle a poursuivi le comté de Letcher et Mikey Stein après qu'un des adjoints de Stein, Ben Fields, a été inculpé pénalement pour avoir eu des relations sexuelles avec Sabrina Atkins dans le bureau du juge Mullins. En échange, Fields a proposé d'aider Sabrina Atkins à sortir de prison sous surveillance GPS. Ben Fields a plaidé coupable dans cette affaire et Sabrina Atkins a conclu un accord dans son action en justice contre le comté. Mickey Stein avait été entendu sous serment dans ce procès avant la fusillade du juge Mullins. Et Sabrina a déclaré aux enquêteurs du bureau du procureur général que le juge Mullins avait des relations sexuelles avec des femmes en échange d'un traitement favorable devant les tribunaux. Maintenant, je veux être clair, nous n'avons jamais vu de preuves de cela concernant le juge Mullins, et il n'a jamais été accusé d'un crime lié à des relations sexuelles avec des femmes en échange de faveurs. Maintenant, alors que nous approchons du procès de Mickey Stein, le juge Christopher Coran a émis un certain nombre d'ordonnances liées à l'affaire. Par exemple, le ministère public voulait obtenir le dépaysement du procès. Ils veulent que le procès soit déplacé dans un autre comté, loin de Letcher. Et le ministère public voulait également une seconde évaluation de la santé mentale de Mickey Stein. La première reste sous scellé. Nous ne savons pas ce qu'elle contient. Et Mickey Stein avait demandé à être libéré sous caution. Alors, pour vraiment approfondir les ordonnances du juge dans cette affaire, je veux faire appel à Dave Ehrenberg. Il est l'ancien procureur du comté de Palm Beach, actuellement avocat de la défense et aussi l'animateur de l'émission MK True Crime. Merci beaucoup, Dave, d'être venu. Merci de m'avoir invité à nouveau, Antoinette. Oui, c'est toujours un plaisir de te parler. Parlons d'abord de cette requête que la défense a déposée pour exclure la peine de mort. Et il y a un accord pour suspendre cette requête. Peux-tu m'expliquer cela? Qu'est-ce que ça veut dire? Explique-nous cela à tous. Ils gardent leurs options ouvertes. Ils ne ferment pas la porte à la peine de mort, Anne-Jeannette, mais ce n'est pas une affaire de peine de mort. Ils ne vont pas donner la peine de mort au shérif qui est adoré par la moitié de la communauté ou plus ici. Surtout qu'il y a ici une défense basée sur la santé mentale. Et il y a effectivement des problèmes de santé mentale, même s'il n'est pas juridiquement irresponsable. De plus, avec ces allégations qui circulent, dont nous ne connaissons pas la justification pour cette fusillade, il n'y a aucune chance qu'ils obtiennent la peine de mort. Et à cause de cela, le ministère public, je serais surpris qu'il la requiert réellement, mais peut-être qu'il la garde comme option pour avoir un levier lors des négociations. Et c'est ce que je me demande. Est-ce une tactique de négociation? Parce que si vous tuez un fonctionnaire public dans le Kentucky, ils peuvent demander la peine de mort. Mais aussi, vous savez, c'est une affaire tellement folle et incroyable. Parce que vous avez le shérif, le chef de la police du comté, qui sort son arme de service et tire sur le juge, son ami de longue date, dans son bureau. C'est enregistré par une caméra de surveillance. Et ensuite, vous le voyez à la caméra piéton, quelques minutes plus tard, en train de dire « Allez les gars, traitez-moi juste équitablement ». Et il panique. Il veut savoir si sa fille et sa femme vont bien. Il s'inquiète pour la sécurité de sa fille. Il croit que sa fille et sa femme ont été enlevées à un moment donné. Donc, quelque chose ne va pas dans sa tête, c'est très clair. C'est exact. Mais l'accusation va montrer, au moins essayer de montrer qu'ils connaissaient la différence entre le bien et le mal. Parce qu'au Kentucky, ils adoptent la même norme que la plupart des autres États, à savoir, a-t-il une condition médicale avérée qui l'a amené à ne pas connaître la différence entre le bien et le mal. Donc oui, on peut citer certaines de ses déclarations bizarres et son comportement étrange. Mais ensuite, la chronologie des événements sera cruciale pour la stratégie de l'accusation. Ils vont montrer que Stein a compris ses droits Miranda, on lui a demandé, il a répondu « oui, je comprends », qu'il a reconnu son statut d'élu. Ils vont dire qu'il a refusé de discuter certains éléments du crime. Il parlait de certaines choses, mais quand il s'agissait du crime, il savait qu'il valait mieux ne pas en parler. Il a également demandé à être isolé derrière les barreaux par crainte de représailles. Donc cela montre qu'il comprend suffisamment ce qui se passe et qu'il est sorti les mains en l'air. Je veux dire,
Il savait qu'il était arrêté pour ce qu'il avait fait. Donc, je pense qu'il sera très difficile pour lui d'être déclaré non coupable pour cause de folie, même s'il a des problèmes de santé mentale. Et cela pourrait jouer sur la sévérité de la peine et aussi sur la gravité de la condamnation, que ce soit l'accusation la plus grave ou s'il avait l'intention de tuer, ou s'il était simplement temporairement délirant, ou s'il y avait des circonstances atténuantes qui l'ont poussé à tuer. Mais l'aliénation mentale, pour le déclarer non coupable, je pense que ce sera vraiment très difficile. Ses avocats ont également évoqué la possibilité qu'il s'agisse d'un homicide et non d'un meurtre. Oui, je pense que c'est plus probable parce que s'il a été motivé par un trouble émotionnel extrême, et surtout s'ils sont autorisés à présenter ces éléments comme preuve, Ce qu'il croyait que le juge avait fait pourrait peser lourd. parce qu'alors les jurés diraient, vous savez, il agissait avec ce sentiment de se faire justice lui-même. Et même si c'est mal et que cela doit être puni, ce n'est pas un meurtre qui le gardera derrière les barreaux pour le reste de sa vie. C'est un homicide, ce qui pourrait quand même le faire sortir de prison, vous savez, après quelques décennies, ou même moins. Passons maintenant à la prochaine ordonnance du juge. Celle-ci est importante. Le juge a accordé la demande du ministère public de transférer le procès. Ce n'est pas souvent que l'on voit le Commonwealth, c'est-à-dire l'État, demander un transfert du procès dans une affaire, mais c'est ce qu'ils ont fait, en invoquant la médiatisation avant le procès. C'était un petit comté. Beaucoup de gens aiment vraiment Mickey Steins dans le comté de Letcher. Il semble que l'opinion publique était peut-être de son côté. Cependant, Dave, lorsque je couvre cette affaire, certaines personnes du comté de Letcher, dans les commentaires, disent « J'habite ici, personne n'en parle ». Donc, les gens sont au courant, mais cela ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas être impartiaux lorsque, vous savez, ils évaluent l'affaire. Alors, quel est ton avis sur le fait que le juge ait effectivement accordé cette requête, la demande du ministère public de transférer le procès? La défense voulait que cela reste ici. Et Jeannette, je fais partie de ceux qui pensent qu'on peut trouver un jury impartial à peu près partout pour presque n'importe quel crime. Parce qu'on ne s'attend pas à ce que les gens soient totalement vierges, des vases vidés. On veut des gens qui promettent simplement de mettre de côté leurs préjugés, de mettre de côté tout ce qu'ils savent et de simplement suivre les preuves et la loi. Mais dans ce cas, je pense vraiment que c'est une exception à la règle. On parle d'une toute petite communauté. On parle de gens qui connaissent à peu près tout le monde dans la communauté et qui ont déjà pris parti. Il y a l'équipe Mickey Steins, il y a l'équipe du juge Mullins, et il est difficile d'obtenir un jury unanime quand on a affaire à un public aussi profondément divisé. Et oui, il peut y avoir des gens qui disent « Je ne sais pas, personne n'en parle, mais est-ce qu'ils sont au courant? Est-ce qu'ils ont déjà choisi leur camp? Ont-ils des opinions qui, vous savez, les empêchent réellement de suivre les preuves et la loi? » Même s'ils disent « Oui, je vais garder l'esprit ouvert », mais ils doivent quand même retourner dans leur communauté, leur quartier, où les camps sont déjà formés et tout le monde saura que vous êtes juré dans cette affaire très médiatisée. Donc, je pense que dans ce cas, c'était la bonne décision de déplacer le procès hors de cette petite ville. Intéressant, très intéressant, Dave. Passons à la prochaine décision du juge. Le juge dit que Mickey Steins n'obtiendra pas de libération sous caution. Ses avocats voulaient qu'il soit libéré sous caution. Ils ont dit qu'il avait une famille qu'il aime et qu'il serait sous leur surveillance. Ils auraient pu mettre en place un suivi GPS. Le juge a dit « Non, tu restes en prison ». Oui, selon la Constitution du Kentucky, ils appliquent la règle selon laquelle on peut garder des personnes en détention avant le procès si le crime est grave et que la preuve de culpabilité est évidente et la présomption de culpabilité est forte. C'est ce qu'on fait aussi ici en Floride. Donc, on a affaire à un homicide et la preuve de culpabilité est évidente. Je veux dire, c'est sur vidéo. Il ne le conteste même pas. Il dit juste qu'il était fou à ce moment-là. Et la présomption de culpabilité est forte. Donc, ça me dit que tu peux dire que c'est la privation de sommeil qui l'a causé, un stress extrême, tu étais désorienté à ce moment-là, mais la vidéo l'emporte. Donc, il ne va nulle part avant le procès. D'accord, passons maintenant à la prochaine décision du juge. Le ministère public avait en fait demandé une autre évaluation de la santé mentale. J'ai trouvé cela stupéfiant parce que l'établissement de santé mentale du Kentucky a examiné Mickey Steins et a rendu une évaluation et un rapport.
Et ce rapport est sous-scellé. Nous ne savons pas ce qu'il contient, mais je pense qu'il pourrait avoir été favorable à la défense. Car le ministère public dit « Non, nous avons besoin d'un autre expert pour évaluer Mickey Steins. Nous voulons une seconde évaluation afin de pouvoir contester l'affirmation de la défense selon laquelle il était malade mentalement lorsque tout cela s'est produit, qu'il était en état de psychose. » Je veux dire, tu comprends ça comme moi? Parce que le juge autorise cette seconde évaluation psychiatrique. Ouais, je pense que si la première évaluation psychiatrique convenait à l'État, ils n'en demanderaient pas une seconde. Donc, ils l'ont demandé et ils l'ont obtenu. Ils vont avoir une évaluation psychiatrique privée supplémentaire. Mais apparemment, l'expert de la défense du shérif Steins ne peut pas observer l'examen, ce qui est juste. Mais le tribunal a refusé d'obliger le Dr Allen du KCPC, le Centre psychiatrique correctionnel du Kentucky, à y assister. Il peut y assister volontairement. Mais c'est une victoire pour les procureurs, car cela leur donne une autre arme pour contester directement toute la théorie de la défense dans cette affaire, à savoir que l'accusé était fou, qu'il était mentalement incapable. C'est pourquoi il a tué le juge. Est-ce que tu imagines un seul instant qu'il pourrait faire témoigner Mickey Steins à la barre? Je veux dire, ça va être une stratégie de défense fondée sur la reconnaissance des faits. Bon sang, on l'a en vidéo, c'est enregistré. C'est pas un « je ne l'ai pas fait », tu sais, c'est un « je l'ai fait ». Et voici pourquoi je l'ai fait. Parce que j'étais malade mentalement et dans un état de trouble émotionnel extrême, ce genre de choses. Il se passait quelque chose de grave. Je n'avais pas dormi depuis 1 semaine et j'étais en état de psychose. Est-ce qu'il y a un moyen de le faire témoigner à la barre? Parce que quand on le voit au tribunal, il est juste assis là, comme une masse, sans vraiment montrer d'expression. Je pense qu'ils vont voir comment les choses évoluent parce que la vidéo est la preuve clé ici et ça aiderait s'ils pouvaient expliquer subjectivement pourquoi il était dans un état de trouble émotionnel extrême. S'ils essaient de l'aider une qualification d'homicide sans préméditation ici, ou qu'il n'était tout simplement pas dans son état normal. Vous savez, le trouble émotionnel extrême fera requalifier cela en homicide sans préméditation. Et cela ne nécessite même pas une peur raisonnable. C'est juste une peur subjective. Il faut qu'il y ait un déclencheur émotionnel accablant. Mais comment savoir s'il était dans un état de trouble émotionnel extrême? Eh bien, vous le faites témoigner à la barre. Et il peut aussi humaniser sa paranoïa. Mais il y a des risques. Je veux dire, nous les procureurs, et je me considère toujours comme tel, même si je suis maintenant avocat de la défense, nous oserions quand les accusés allaient à la barre parce qu'ils pensaient toujours en savoir plus que les procureurs. Et en général, ils s'effondraient sous l'intense contre-interrogatoire. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont les mettre à la barre et les procureurs vont passer la vidéo de surveillance du tribunal, image par image, et exiger que chaque acte délibéré qu'il a commis soit expliqué. Explique-moi en quoi c'est de la folie alors que tu as pris soin de faire ça. Et ensuite, ils vont le forcer à affronter l'image du juge Mullins, se cachant sous son bureau quand Steins a fait le tour et l'a abattu. Donc, je veux dire, ensuite, ils vont lui poser des questions comme « Oui, si tu étais pénalement irresponsable, si tu étais fou, pourquoi as-tu immédiatement levé les mains après? Pourquoi as-tu dit aux officiers que tu comprenais tes droits Miranda? Pourquoi as-tu demandé une protection en détention? » Donc, c'est un pari. Je pense qu'ils vont voir comment les choses évoluent s'ils tentent ce coup de poker. C'est vrai, je veux dire, tu as raison. Il s'est levé, il a sorti l'arme et il a marché autour, suivant le juge, pendant qu'il se cachait sous le bureau. Et puis il n'arrêtait pas de dire « Traitez-moi équitablement, traitez-moi équitablement ». C'est ça. Et puis il continue de poser des questions sur la femme et la fille. Donc c'est délibéré. Je veux dire, c'était un acte intentionnel et délibéré. Oui, et tu peux faire valoir le trouble émotionnel sans les faire témoigner. Tu peux l'obtenir par des preuves de tiers. Tu peux faire témoigner la tante. De la tante Sherry. D'accord, et Sherry peut parler du fait qu'il est resté 7 jours sans dormir. Ça rendrait fou n'importe qui. Et puis, Sherry peut aussi parler de son appel FaceTime bizarre, celui avec sa grand-mère décédée. Oui. Son obsession pour les caméras de sécurité. Donc, je pense que c'est une meilleure façon de faire, et je ne mettrai Steins à la barre qu'en dernier recours. Intéressant. Eh bien, ces ordonnances sont intéressantes. Ce sera intéressant de voir où cette affaire va mener. Les rumeurs disent qu'elle pourrait aller à Bowling Green, d'où vient la juge Coran. Alors, restez à l'écoute pour en savoir plus à ce sujet. Merci beaucoup, Dave Ehrenberg. Merci, Annette. Mickey Steins a plaidé non coupable de l'accusation de meurtre.
Il restera en prison jusqu'à son procès. Et nous allons continuer à suivre toute cette affaire de près et vous tenir informés de ce qui se passe. Et c'est tout pour cet épisode de Crime Fix. Je suis Annette Lévy. Merci beaucoup d'avoir été avec moi. Je vous retrouve ici la prochaine fois.